Abordons maintenant le module consacré au RGPD, donc le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc c'est un règlement, on verra tout à l'heure, qui a été voté au niveau de l'Union européenne en 2016 et qui est applicable depuis le 25 mai 2018, donc c'est tout récent, et qui engendre un certain nombre de contraintes pour toutes les organisations, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations ou même les collectivités locales. Donc l'élément déclencheur en France, c'est le scandale provoqué par le projet gouvernemental dit Safari, qui a été rebaptisé par les opposants comme outil de chasse aux Français. Donc on parle là de 1974, et l'objectif du gouvernement était de croiser différents fichiers, différentes informations, pour pouvoir profiler les différents citoyens. Ce scandale, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, a abouti à déclencher un travail parlementaire, donc synthétisé dans le rapport Tricot, et donc traduit dans la loi Informatique et Liberté 1 en janvier 1978. À l'intérieur de cette loi donc, était prévue la création de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui existe toujours, donc était la première autorité administrative indépendante, quand bien même elle était rattachée au gouvernement, qui devait veiller à la protection des droits de chaque citoyen face à l'évolution de la sphère numérique et informatique. Cette loi a été complétée en 2004 donc par la loi Informatique et Liberté 2, qui introduisait notamment le pouvoir de sanction de la CNIL et définissait les modalités et l'échelle des sanctions qui étaient possibles. Début des années 2010, s'est lancée en Europe une grande réflexion pour harmoniser la protection des citoyens, notamment face aux grandes entreprises émergentes du côté des États-Unis. Un long travail qui a failli capoter à plusieurs reprises, a abouti en avril 2016 donc, au vote du règlement européen, donc général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui est applicable depuis le 25 mai 2018. Donc en théorie, les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité avec ce RGPD. Qui dit règlement européen dit applicable tel que dans le droit français. Mais dans ce RGPD, restaient certains points qui devaient être reprécisés dans les différents droits nationaux. Et donc, il y a eu en juin 2018 la loi Informatique et Liberté 3, donc qui précisait certains points du RGPD et qui annonçait l'arrivée d'ordonnances, notamment pour modifier le code des collectivités territoriales. Donc, qui dit protection des données personnelles, dit définition de données, de données personnelles. Alors, on parle de données à caractère personnel, un DCP, vous pourrez trouver cet acronyme. En résumé, c'est toute donnée relative à une personne physique qui peut être identifiée par quelqu'un, quel que soit le moyen utilisé. Alors, qui dit personne physique, ça veut dire que les données liées à une entreprise ne rentrent pas dans le champ du RGPD. Donc 3 cas sont possibles. Donc ce sont les données qui permettent une identification directe, donc le nom, le prénom, photo, email. Donc c'est le plus courant et ce qu'on va retrouver dans beaucoup de bases de données, de fichiers clients, fichiers salariés et autres. Donc ce sont les données directement identifiantes. Deuxième catégorie, les données indirectement identifiantes. C'est-à-dire on a besoin de recourir à des outils pour pouvoir identifier la personne. Donc le NIR, c'est le numéro d'inscription au registre, en fait c'est le numéro de sécu pour la France. Les empreintes digitales, donc pareil, il faut comparer l'empreinte à une base pour pouvoir identifier la personne. Enfin, rentre aussi dans le champ du RGPD, des données à caractère personnel, les recoupements d'informations anonymes qui permettent d'identifier une personne. L'exemple que j'ai pris ici, c'est le fils aîné d'une notaire qui habite 11 boulevard de la Liberté à La Rochelle. Il n'y a qu'un notaire à cette adresse-là, et c'est le fils aîné, donc ça me permet bien d'identifier une personne en particulier, même si je ne la nomme pas, même si je n'ai pas son numéro de sécu ou son empreinte digitale. Donc c'est ce qu'on appelle le recoupement d'informations anonymes qui permettent d'aboutir
à l'identification d'une personne. Donc, on a vu dans la diapo précédente que assez facilement on était amené à manipuler des données à caractère personnel. L'autre notion fondamentale dans ce RGPD, c'est la notion de traitement, donc qui existait déjà hein, dans les lois précédentes, donc la LIL 2 notamment. Pour faire simple, c'est toute opération portant sur des données à caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé, y compris les papiers. Donc si on écoute les experts de la CNIL, il n'y a pas de question particulière à se poser. Tout ce qu'on fait, c'est un traitement. Donc, par exemple, vous recevez des CV de candidats, vous les classez par ordre d'arrivée, c'est un traitement. Donc, qui est papier, mais c'est bien un traitement sur lequel il va falloir travailler. Vous notez sur un papier la liste de vos salariés avec leur nom et les pointures de leurs chaussures pour commander les chaussures de sécurité, c'est bien un traitement. Bien évidemment, après, il y a tous les traitements automatisés qu'on va retrouver dans la gestion de clients particuliers, la gestion des salariés, on en parlera un peu plus loin. Les traitements peuvent être liés au fonctionnement ou aux gestion de l'organisme, donc ben, voilà, RH comptabilité, ou à ses missions, cœur de métier, la location d'appartements, la vente de produits, d'abonnements à des clients. Donc on est bien là dans des traitements liés au cœur de métier. Alors, trois grandes notions nouvelles dans le RGPD qui n'existaient pas dans les lois précédentes. La première, c'est ce qu'on appelle la accountability. Avant, vous étiez censé déclarer à la CNIL vos traitements. Et dans certains cas, donc attendre l'autorisation de mettre en œuvre ce traitement. Donc, il fallait l'autorisation de la CNIL. Aujourd'hui, ce principe d'accountabilité vous rend, vous, responsable de la légalité, enfin de la conformité du traitement que vous mettez en œuvre. Et donc le responsable de traitement, c'est une notion fondamentale. Donc en règle générale, c'est le chef d'entreprise. Donc moi je dissocie le responsable de traitement, c'est celui qui va définir la finalité et les moyens. Donc c'est pour ça que je parlais à l'instant du chef d'entreprise. Je dissocie cette notion de pilote du traitement, donc c'est la personne qui en interne sera chargée de mettre en œuvre ce traitement. Si on parle de prospection, on va être l'approche du commercial. Si on parle de gestion du personnel, ça sera la personne qui va s'occuper des ressources humaines en interne. Hein, donc le responsable de traitement, c'est bien le chef d'entreprise, et après on va avoir le pilote de traitement et les acteurs du traitement, donc c'est les gens qui travaillent dans chaque traitement. Donc ce principe d'accountability vous oblige simplement à vérifier que vous êtes conforme en permanence et que vous êtes capable d'apporter la preuve tout le temps de votre conformité. Donc ça veut dire que on est dans une logique presque de processus qualité auditable, et donc on doit pouvoir vérifier, aller chercher les preuves que tout fonctionne et tout est conforme à tout moment. Deuxième principe, c'est le privacy by design. Ça veut dire que vous devez concevoir vos traitements pour qu'elles utilisent, qu'elles nécessitent le moins de données personnelles. Par exemple, vous demandez la copie des permis de conduire de vos collaborateurs qui vont utiliser les véhicules de la flotte d'entreprise, hein, que ce soit un véhicule léger ou un camion. En fait, vous n'avez pas besoin de demander la copie du permis de conduire. Ce qui vous intéresse, vous, c'est simplement avoir la date de passage, le type de permis qui sont dessus et le lieu de passage. Pourquoi ces informations-là sont nécessaires? Parce que si vous devez faire une désignation des infractions routières sur la plateforme en taille, ce sont les trois informations dont vous avez besoin. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir la copie de ce permis de conduire, où il va y avoir d'autres informations qui ne vous sont pas nécessaires. Donc c'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est réduire au maximum les données personnelles que vous allez utiliser pour votre traitement. Dernier principe qui est proche de celui-ci, c'est le privacy by default. Ça veut dire que
vous devez programmer vos traitements pour que, à la base, il y ait le minimum d'informations nécessaires. Et c'est la personne concernée qui pourra donner son autorisation pour utiliser un peu plus de données personnelles pour accéder à de nouveaux services. On avait par exemple qui a été condamné récemment, c'est Direct Energy, donc condamné par la CNIL, parce que dans les contrats qui étaient signés, il n'y avait pas de dissociation entre l'usage du compteur Linky et le renvoi d'informations donc pour optimiser la gestion énergétique et la partie analyse des comportements internes qui permettait donc à l'entreprise, à Direct Energy, de pouvoir envoyer des informations un peu plus ciblées auprès des gens qui avaient souscrit au contrat. Donc le Privacy by Default impose que on définit le minimum d'informations au départ, et c'est l'utilisateur, le citoyen ou le salarié, dans certains cas, qui vont pouvoir augmenter le niveau d'informations qui sont données pour pouvoir réaliser le traitement. Donc voyons maintenant ici les différents acteurs qu'on va retrouver dans les traitements. Premièrement, donc le responsable de traitement, donc c'est celui qui définit la finalité et les moyens. Donc c'est pour ça qu'on dit en général que c'est le chef d'entreprise ou le maire si c'est une petite collectivité, le président s'il s'agit d'une association. Et donc c'est lui qui est in fine le responsable de la conformité des traitements. Et s'il y a des enquêtes ou des sanctions, c'est lui qui est aussi du coup responsable de la non-conformité. Deuxième point qui est bien particulier dans le RGPD, c'est le sous-traitant. Donc si vous êtes, vous, sous-traitant d'une entreprise et que vous utilisez des données personnelles pour réaliser pour elle certaines activités, donc c'est le cas d'un comptable par exemple qui va éditer les fiches de paye pour son client, vous devez avoir un registre, dit registre des sous-traitants, dans lequel on va retrouver l'ensemble des clients que vous avez, les données qu'ils vous donnent et ce que vous en faites. Et par similitude, si vous avez vous des sous-traitants à qui vous confiez des données personnelles, des données à caractère personnel, lui doit avoir un registre dans lequel on va vous retrouver et devra mentionner donc les informations personnelles que vous lui confiez et vous pourrez lui demander quelles sont les précautions, la sécurité qu'il met en place donc pour préserver les droits. Alors c'est important parce que dans le RGPD, le droit à l'accès, à la modification est renforcé et vous devez être capable de dire à un salarié par exemple qui dit où sont les données qui me concernent, vous devez être capable de lui dire que il y a les données qui le concernent chez votre comptable pour éditer les fiches de paye. Il peut lui-même avoir un autre sous-traitant, quelqu'un qui fera de la saisie par exemple. Donc tout ça constitue des informations que vous devez connaître pour pouvoir les restituer si on vient vous poser des questions. Troisième point, c'est la notion de DPD, donc délégué à la protection des données, donc DPO en anglais. Donc le RGPD définit un certain nombre de cas dans lesquels il y a obligation de nommer un DPD, donc tous les services publics, sans exception, y compris une petite mairie qui a 10 habitants et un demi-salarié, doit avoir son DPD. C'est pour ça que le RGPD prévoit d'externaliser ou de mutualiser ce DPD-là et les grandes entreprises. S'agissant des petites entreprises, donc il n'y a aucune obligation de nommer un DPD, mais il faut quand même définir en interne quelqu'un qui va un peu piloter cette démarche, qui va être le référent en cas de demande de clients, de collaborateurs ou de tiers sur la protection des données. Donc on recommande en général quand même de former ou sensibiliser un point de contact dans toutes les entreprises, quand bien même il n'y a pas d'obligation de nommer un DPD. Maintenant le plan d'action, alors on commence par nommer un pilote. Alors à ce niveau-là, même quand il y a obligation de nommer un DPD, la nomination du DPD passe par un enregistrement auprès de la CNIL. Donc c'est
le garant de la conformité qui est déclaré à la CNIL pour l'organisation. Donc même s'il y a l'obligation de nommer un DPD, parfois le DPD ne sera pas le pilote initial. Moi je préconise en général de nommer quelqu'un qui va piloter le projet, qui va piloter les premières étapes, et une des étapes sera le choix du DPD quand on doit nommer un. Donc nommer un pilote, c'est la personne qui va travailler avec nous sur le travail de mise en conformité. La deuxième étape, c'est on cartographie les traitements et on établit le registre. Alors, cartographier les traitements, donc on parlait bien précédemment de traitements papier et informatique, ou informatique, et donc on va lister l'ensemble des traitements qui sont réalisés dans votre organisation qui traitent des données personnelles. Que ce soit de la prospection, que ce soit de la gestion des factures, que ce soit des négociations commerciales, que ce soit de la vidéoprotection, puisqu'il va y avoir des images, donc on va pouvoir reconnaître les gens, que ce soit la gestion des plaques d'immatriculation, la gestion de flotte de véhicules, voilà, on va tout lister, les traitements que vous avez, et on va établir le registre. Établir le registre, ça veut dire que vous allez pour chaque traitement définir qui intervient dessus, quelles sont les données qui sont traitées dans ce traitement, à qui elles appartiennent, les précautions, la sécurité que vous mettez en place pour protéger les données. Voilà, il y a tout un tas de critères qui sont préconisés par la CNIL, et donc vous allez recenser l'ensemble des traitements et les analyser. Moi j'aime bien, en plus, définir une criticité du traitement. La criticité va dépendre du volume de données traitées, du caractère sensible ou non, ou important des données qui sont traitées dans le processus. Ça va dépendre du nombre d'acteurs qui ont accès à ces données-là. Voilà, on va définir comme ça une criticité du traitement qui nous permet dans la phase 3 de définir les priorités. Donc on va prioriser les traitements, sachant qu'on va d'abord mettre en conformité les traitements qu'on aura identifiés comme prioritaires. Quatrième point, c'est gérer les risques. Dans le RGPD, on va retrouver une notion d'évaluation des impacts sur la propriété privée, donc en anglais c'est un PIA, Privacy Impact Assessment. Et dans certains cas, vous avez l'obligation de faire une évaluation des risques de votre traitement. Normalement, on fait cette évaluation avant la mise en œuvre du traitement. Dans d'autres cas, cette évaluation de risque va être faite a posteriori parce que le traitement existe déjà. Et donc, on va regarder de la conception, de la recherche du consentement, les systèmes de protection, des alertes sur chaque traitement pour calculer le risque. Si le risque est trop important, malgré les actions de réduction du risque que vous allez mettre en place, eh bien, il faudra faire une demande d'autorisation à la CNIL pour mettre en œuvre ce traitement. Alors, exemple caricatural, vous lancez un nouveau modèle de montre connectée qui va enregistrer certaines données liées au bien-être, l'attention, le pouls, des choses comme ça. Le PIA va être imposé, donc l'évaluation du risque va être imposée, et selon le niveau du risque résiduel, il faudra effectivement demander une autorisation à la CNIL. Cinquième point, donc on organise la conformité, donc on va venir modifier les formulaires, on va modifier l'information sur le site internet, on va aller chercher les consentements des clients particuliers à qui on va envoyer la newsletter, donc ça s'appelle de l'opt-in. Donc le client, l'utilisateur, enfin le particulier à qui vous souhaitez envoyer une newsletter par exemple, une lettre d'information, il doit donner son accord préalable avant l'envoi. Concernant des clients entreprises, à ce moment-là on est sur de l'opt-out, et vous devez simplement laisser la possibilité aux professionnels, on distingue bien le professionnel particulier, aux professionnels la possibilité de se désabonner. Donc vous pouvez envoyer une première newsletter à quelqu'un, professionnel, et vous devez préciser la modalité qui doit être simple de se désabonner de cette newsletter.
Donc voilà, on organise la conformité, donc on va aller regarder sur chacun des traitements comment se mettre en conformité donc avec les règles. Et enfin, on doit documenter les preuves. Donc vous devez enregistrer à chaque fois, si quelqu'un vous donne un consentement, vous devez organiser le consentement. Si vous avez des durées de conservation donc, qui doivent être définies dans le registre de traitement, vous devez dire quand vous allez détruire un certain nombre de données, parce qu'on ne peut pas conserver ad vitam aeternam un certain nombre de données. Donc il y a des règles qui sont définies pour les durées d'archivage en fonction des informations que vous avez et des cadres légaux qui s'imposent à vous. Vous devez dans le registre de traitement donc définir ces durées d'archivage et donc enregistrer les preuves de la destruction quand c'est le cas. Alors c'est parfois un peu compliqué parce que si vous supprimez un fichier, vous n'allez pas faire une capture d'écran d'un écran vide, mais vous allez devoir enregistrer quelque part, on a procédé au nettoyage du réseau, on a procédé à la destruction de certains profils, voilà. Il va falloir enregistrer ce que vous avez donné. Pour conclure, il y a beaucoup de communication qui est faite sur le RGPD, des sanctions très importantes, alors j'en ai pas parlé ici, c'est effectivement plusieurs millions d'euros dans certains cas. C'est pas dramatique. Il ne faut pas perdre de vue la finalité de ce règlement, c'est de protéger la vie privée de chacun, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires ou que ce soit des salariés. Donc il y a une méthode à adopter et faire des choses simples. Et ça va forcément quand même engendrer du nettoyage, de la suppression d'informations que vous utilisiez avant, que vous ne pourrez plus utiliser. Donc il faudra trouver d'autres solutions pour réaliser vos traitements de manière efficace. Voilà. Ce qui est important, c'est de planifier cette mise en conformité. Là, pour le coup, c'est une obligation. La pierre angulaire, c'est vraiment le registre de traitement, à l'instar du document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est par cet outil-là, qui peut être un fichier Excel, l'exemple que donne la CNIL, c'est ça. C'est un fichier Excel, pas besoin d'avoir des logiciels, des abonnements ou autres. Alors, il en existe des très bons qui peuvent être utiles, mais dans la majorité des cas, pour les petites entreprises, un fichier Excel bien structuré, revu régulièrement, va permettre de répondre à cette problématique-là et permettre de structurer ce plan d'action pour aller vers la conformité. Voilà, donc c'est pas dramatique, mais il y a quand même des choses importantes à faire.